La science des matériaux a commencé très tôt, parce que quand on maîtrise un nouveau matériau, la vie va complètement changer. Par exemple, vous voyez ici un pont en pierre, à l'âge de la pierre, et à l'âge du fer, c'est le viaduc de Millau. Vous voyez que ça a complètement été modifié. Pareil, une hutte du temps de la préhistoire, et puis la pyramide du Louvre. Et en fait, ça a démarré très tôt. C'est, je crois, une des premières manifestations de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de prendre un silex et de le tailler de façon à transformer cette matière, le silex, en un matériau qui est la hache. Et pendant des centaines de milliers d'années, la science des matériaux, c'était simplement d'utiliser les matériaux naturels, comme l'os, la corne, la bois, la pierre, et puis de leur donner une forme qui soit adaptée à l'usage que l'on veut en faire, une hache, un couteau, un racloir. Et la vraie révolution dans l'histoire des matériaux, ça a été la découverte du feu, il y a à peu près 400 000 ans. La découverte du feu, pourquoi ? D'abord parce que le feu va permettre de former, de donner une forme aux matériaux. J'ai pris ici l'exemple du forgeron qui va donner une forme pour faire des fers à cheval, etc. Mais surtout, pas simplement former la matière, mais surtout la transformer. C'est là où la chimie intervient. Et par exemple, transformer les minerais d'oxyde de fer en métal fer dans un haut fourneau. Et de fait, derrière cette histoire de l'humanité qui est liée à la maîtrise des matériaux, se cache simplement la maîtrise du feu. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, c'est simplement l'aptitude à réaliser des températures de plus en plus élevées. Bien sûr, température ambiante à l'âge de la pierre, mais il faut chauffer vers 600 degrés pour faire du cuivre ou du bronze, et puis vers 1000 degrés pour faire du fer dans les hauts fourneaux. Et on pourrait dire que maintenant, au XXIe siècle, nous sommes à l'âge du silicium. Parce que pour fabriquer du silicium à partir de la silice, il faut chauffer au-dessus de 2000 degrés. Et vous avez vécu cela, ou du moins moi je l'ai vécu, en quelques décennies, 20 ans, vous avez complètement transformé notre vie, puisque maintenant il y a l'électronique, l'informatique, les nanotechnologies, et que toute notre vie a été modifiée par l'aptitude que l'on a eue de maîtriser le silicium. Alors par exemple, il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas tellement longtemps, le téléphone c'était ceci, maintenant vous avez tous un smartphone dans votre poche. De la même façon, la télévision c'était le tube cathodique, maintenant ce sont les écrans plats. Donc vous voyez que la maîtrise du silicium a permis de modifier complètement notre vie, je dirais, dans les 2-3 dernières décennies. Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'histoire de l'humanité, c'est pas simplement la guerre du feu, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des températures de plus en plus élevées, et je dirais aussi des technologies de plus en plus sophistiquées. Est-ce qu'on est condamné à cette guerre du feu ? Et c'est là où j'avais écrit un article dans Le Monde il y a une quarantaine d'années, où je disais il y a une alternative à cette guerre du feu, c'est la chimie douce. Est-ce qu'on pourrait inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels et pas toujours cette recherche de températures de plus en plus élevées. Alors si on veut faire ça, je dirais qu'il suffit de regarder autour de nous. La vie est née il y a à peu près 4 milliards d'années, et pendant ces 4 milliards d'années, le vivant, tous les organismes vivants, ont appris à maîtriser la matière. Et par conséquent, la nature est une source d'inspiration pour l'homme, et je vais donner quelques exemples. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Biomimétisme, c'est imiter les formes de la nature. Alors vous avez là par exemple le bec du martin pêcheur qui est très pointu, qui lui permet de pénétrer dans l'eau en plongeant. Eh bien le TGV japonais, le Shinkansen, vous voyez que l'avant du Shinkansen a la même forme que le bec du martin pêcheur, et ça permet que quand le train arrive dans un tunnel, d'éviter tous ces tourbillons d'air. Vous avez un autre exemple, la peau du requin, qui est formée de petites écailles comme ceci. Eh bien, cette peau du requin permet d'éliminer les frottements quand le requin va dans l'eau et donc d'aller beaucoup plus vite. Et on a réalisé des combinaisons qui s'appellent Speedo, qui sont de même morphologie, et du coup, on a pu battre des records de vitesse dans natation. Un autre exemple que vous connaissez tous, c'est le velcro. Le velcro, avec ses petits crochets qui permettent de s'accrocher et de se décrocher, c'est simplement une imitation de la forme de la fleur de bardane. Donc vous voyez, biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour imiter les formes, pour faire quelque chose. Je vais aller un tout petit peu plus loin, ce que j'appellerais les matériaux bio-inspirés. On va s'inspirer de la nature
non pas pour imiter les formes, mais pour élaborer de nouveaux matériaux, puisque vous avez vu que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des matériaux. Et je vais prendre un matériau extrêmement simple. Je ne vais pas chercher des choses compliquées, je vais prendre le verre. Vous connaissez tous le verre pour faire des vitrages, des bouteilles, des verres, de la laine de verre, des fibres optiques, etc. Le verre, c'est un matériau courant, mais le problème, pour faire du verre, on prend du sable et il faut le chauffer à 1500 degrés. Alors je dirais, bon, nous on sait faire. Il est évident que le vivant, les organismes vivants, n'ont pas su faire. Ben si. Ils sont arrivés à faire du verre, comme nous, mais bien sûr dans des conditions beaucoup plus douces. Alors, pour comprendre comment ils font, je dirais l'observation du vivant nous ouvre de nouveaux horizons. La vie est née dans l'eau, elle est née dans l'eau donc il y a à peu près 4 milliards d'années. Eh bien, on va regarder dans la mer, on va regarder dans l'eau s'il n'y a pas des exemples de l'élaboration du verre. Et je vais prendre des organismes extrêmement simples, c'est ce qu'on appelle le plancton. Alors le plancton, c'est des milliers d'espèces, plus ou moins grosses, plus ou moins petites, qui flottent au gré des courants dans l'eau. Et le plancton joue un rôle extrêmement important, c'est l'interface entre la mer, l'océan et l'atmosphère, et le plancton, via la photosynthèse, consomme 40% du CO2 que nous produisons, donc vous voyez comme élimination du CO2 c'est extrêmement important, et fabrique 70% de l'oxygène que nous respirons. Donc ces organismes à l'interface entre l'océan et le ciel jouent un rôle extrêmement important. Et alors dans ce plancton, je vais choisir une espèce qu'on appelle des diatomées. Alors j'ai montré quelques images de diatomées. Vous regardez déjà que c'est extrêmement joli. Ces micro-organismes sont très jolis. Ce sont des micro-algues unicellulaires, c'est-à-dire qu'il y a une seule cellule. Ils font de la photosynthèse, ils transforment le CO2 en oxygène, et pour se protéger du milieu extérieur, ils se mettent dans un coquillage, une carapace, et cette carapace est en verre. D'où l'intérêt que je lui porte, c'est du verre, et les dimensions sont toutes petites, c'est quelques dizaines de microns. Donc il faut pas visible à l'œil nu, il faut un microscope pour pouvoir les voir. Alors ces diatomées, on les connaît déjà depuis pas mal de temps, en particulier les grandes expéditions marines du 19e siècle. Je pense à Charles Darwin dans le Beagle, qui avait observé les diatomées et qui s'était dit, mais pourquoi sont-elles si belles? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux? Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la beauté, c'est pas simplement pour le plaisir des yeux, c'est aussi pour inspirer la science. Même époque, Ernst Haeckel, un dessinateur germanique, avait fait la croisière sur le Challenger et il a dessiné tout un tas d'espèces microscopiques telles que les diatomées et on trouve ça dans des bouquins. Bien. Il y a plus de 100 000 espèces de diatomées différentes. Alors juste pour vous montrer un petit peu, quelques-unes parmi les 100 000, les couleurs bien sûr sont artificielles, hein, mais vous voyez que les morphologies, les formes sont tout à fait extraordinaires. Des diatomées, on en trouve partout. Partout où il y a de l'eau, dans les étangs, les rivières, le lac, la mer, je dirais même dans les caniveaux des rues de Paris, dès qu'il y a de l'eau, il y a des diatomées. Vous voyez par exemple, ça c'est une goutte d'eau prise dans la Seine. Vous la regardez au microscope, ben, vous voyez que dans la goutte d'eau, il y a déjà des dizaines de diatomées différentes. Alors d'où l'intérêt, par exemple, Sémagreffe à Bordeaux a fait la chose suivante. Vous regardez dans un cours d'eau, quelles sont les diatomées. Et selon la population de diatomées, vous allez pouvoir déterminer si l'eau est de bonne pureté ou pas de bonne pureté. Et ça vous permet de déterminer ce qu'on appelle un indice biologique de diatomées, qui va vous dire l'eau est bonne, l'eau est pas bonne. Une autre remarque en criminologie. Criminologie, par exemple, quand il y a eu, on trouve un noyé quelque part, eh bien sûr, il a absorbé de l'eau en se noyant, et on va trouver l'eau dans les poumons, et en analysant la population de diatomées dans les poumons, on pourra savoir s'il a été tué dans cet étang-là ou celui qui est à 10 mètres de là. Alors ça, c'était un article du Figaro, et ça, c'était une émission de télévision, il y a une vingtaine d'années, sur ce sujet-là. Alors, première chose, à l'école des diatomées, qu'est-ce que les diatomées peuvent nous apprendre, à nous, scientifiques? Eh bien, elles peuvent nous apprendre qu'il est possible de faire de verre dans l'eau à température ambiante, ce que j'appelais la chimie douce, ou si vous voulez, quand l'eau va remplacer le feu. Alors, vous avez ici des verres. Les verres
soufflés faits par des Romains, ils sont très jolis. Les verres, carapaces faites par les diatomées. Bien, la différence, c'est que à droite, les verres humains sont faits au-dessus de 1000 degrés. À gauche, les verres biologiques sont faits à température ambiante dans l'eau. Alors juste un petit peu de chimie pour ceux qui ne sont pas trop forts. La silice, le verre, SiO2, c'est formé d'une unité qui est un silicium avec 4 oxygènes, donc un tétraèdre SiO4, et ces tétraèdres s'enchaînent les uns les autres par les sommets. Si l'enchaînement est régulier, cristal, c'est un cristal de quartz. Si l'enchaînement est désordonné, c'est du verre. Donc vous voyez, c'est très simple. Le verre, un tétraèdre de silice et qui s'enchaîne. Bien. Comment font les diatomées pour fabriquer du verre à température ambiante? Bien, premièrement, l'écorce terrestre, c'est à 80-90% des silicates, qui sont légèrement solubles. La silice se dissout légèrement et donne des espèces moléculaires dissoutes dans l'eau qui sont SiOH 4 fois. Donc le tétraèdre avec 4 OH. Et les diatomées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont simplement reprendre ces tétraèdres dissous et les raccrocher les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle une condensation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verre, la silice, va être fabriqué par polymérisation de l'acide silicique, exactement comme on fait une matière, un polymère, en prenant de l'alcool vinylique et en faisant un polyvinyl. Donc, vous prenez la silice dissoute, le tétraèdre, et puis vous allez simplement les enchaîner les uns aux autres. Si vous faites cela, vous partez d'une solution, la solution de silice, vous arrivez à quelque chose qui ressemble à un gel, de la confiture, du miel, des choses comme ça. Et donc, ce procédé d'élaboration de la silice, c'est ce qu'on appelle le procédé sol-gel. Ça part d'un sol, d'une solution, et on arrive à un gel. Pour vous montrer comment ça marche, c'est extrêmement simple. C'est l'expérience dite des jardins chimiques. Vous prenez dans un bécher une solution de silicate, c'est-à-dire de la silice dissoute, et vous rajoutez des petits cristaux de fer, de cobalt, de nickel. Et vous allez voir de vos yeux, en quelques minutes, la réaction de polymérisation qui va se faire. Vous voyez croître de la silice avec des formes tout à fait superbes. Alors ça, c'est ce que font les diatomées. C'est ce que font les diatomées au moment où elles se divisent. Donc c'est des espèces unicellulaires et une cellule va donner 2 cellules filles. C'est-à-dire que la boîte dans laquelle se trouve la diatomée va s'ouvrir et au moment où elle s'ouvre, bien sûr, chacune des 2 demi-boîtes, il va manquer le couvercle ou le fond, elle va le refabriquer très rapidement en 1 heure ou 2. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt pour l'homme, c'est qu'on va pouvoir développer de nouvelles méthodes d'élaboration des matériaux. Alors quand je dis matériaux, je pense essentiellement aux céramiques, les poteries ou au verre. Dans les 2 cas, céramique, verre, vous connaissez, l'outil essentiel, c'est un four. C'est des élaborations qui se font à haute température. Eh bien là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est élaborer le matériau, non pas à partir de poudre, du sable, de l'argile, mais à partir de solutions. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui deviennent possibles. Alors par exemple, par pulvérisation, on fait pchit, et on va avoir des petites billes comme ça, qu'on va pouvoir par exemple déposer sur une membrane et faire une membrane d'ultrafiltration. Alors par exemple, on va pouvoir de cette façon-là faire des trous tout petits, les interstices entre les billes, de façon que si vous prenez de l'eau dans une rivière ou un étang, vous la faites passer dans cette colonne-là, et tout ce qui est un peu gros, à commencer par des bactéries, etc., ne va pas passer. Et donc vous pouvez purifier l'eau directement. Vous pouvez aussi, quand c'est un gel, donc une espèce de truc pâteux, faire de l'extrusion, et vous avez des fibres. Par exemple, des fibres de silice qui sont ici. Elles sont faites à température ambiante. Elles ne sont pas faites par fusion de la silice au-dessus de 2000 degrés. Vous pouvez faire des fibres d'alumine, celles qui sont ici. Elles ont été utilisées pour faire les tuiles réfractaires de la navette Columbia. Donc il y a tout un tas de procédés. Vous pouvez faire des revêtements sur un vitrage. Pour faire cela, c'est très simple. Vous avez la solution de silice qui est ici, vous trempez votre vitre dedans, vous la retirez, ça va sécher, la polymérisation va se faire et vous allez avoir un revêtement. Alors vous allez avoir par exemple un revêtement pour des vitrages colorés, vous allez avoir des revêtements pour des pare-brises hydrophobes,
vous allez avoir des revêtements pour protéger des cellules solaires, etc. Ça, ce sont des procédés qui sont maintenant tout à fait industrialisés. Alors l'avantage, comme il n'y a pas besoin de chauffer, vous pouvez évidemment faire des revêtements sur du vitrage, mais vous pouvez faire aussi sur des métaux, sur des polymères, sur des textiles, sur du silicium. Donc des revêtements sur tout un tas d'objets différents. Deuxième intérêt, je fais de la chimie minérale, je fais du verre à température ambiante en solution. C'est exactement la même façon qu'on fait de la chimie organique. C'est-à-dire que vous pouvez dans la solution mélanger des molécules minérales, la silice, et des molécules organiques. Et vous allez avoir des matériaux que vous voyez ici, qui sont très beaux, qui sont des hybrides, des nanocomposites, où il y a organique, minéral. Donc ça, c'est toute une gamme de matériaux complètement nouveaux, qui vont de la silice jusqu'au polymère et tous les intermédiaires. Alors par exemple, vous pouvez mettre dedans des colorants organiques pour faire de laser, la luminescence, de l'optique non linéaire, du photochromisme. Et comme c'est des nanocomposites, dire des mélanges à l'échelle moléculaire, il n'y a pas de diffusion de la lumière, c'est parfaitement transparent. Donc vous voyez qu'on peut faire de très jolis matériaux. Un exemple, l'exemple là, c'est la cathédrale de Prague, où vous voyez qu'il y a des mosaïques qui sont ici. Évidemment, ces mosaïques ont été abîmées par le temps, et un de mes collègues les a restaurées, et donc pour les restaurer, vous déposez dessus un film, un revêtement hybride sol-gel, et vous voyez que maintenant elles sont beaucoup plus resplendissantes. Pareil sur les lunettes, par exemple. Ça, c'est des lunettes plastiques. Vous savez que le plastique, ça se raye très facilement. Vous allez déposer dessus cette molécule-là. Là, ça va donner de la silice. Ça, c'est un groupement organique qui est hydrophobe, et qui va se fixer sur le plastique. Et ça va vous permettre de faire un film anti-abrasion sur les lentilles ici. Vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire, si vous déposez sur du verre, vous allez avoir le groupement organique hydrophobe à l'extérieur, et vous allez faire un pare-brise sur lequel l'eau ne va pas adhérer. Vous pouvez, par exemple, mélanger, quand vous faites des crèmes solaires anti-UV, vous mettez, c'est des molécules organiques, mais qui vont se décomposer et qui sont plus ou moins nocives pour la peau. Eh bien, vous pouvez les mettre à l'intérieur de petites billes de silice, et à ce moment-là, elles vont plus aller sur la peau, et ça va vous permettre de faire des crèmes solaires bien meilleures, qui sont maintenant commercialisées, qui sont ici. Vous pouvez aussi, ça c'est un développement récent qu'on a fait avec L'Oréal, quand vous avez des cheveux qui sont très fins, eh bien, vous les lavez avec une solution comme ceci, et il y a des petites particules de silice qui vont pénétrer dans les cheveux et qui vont le renforcer. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'applications. Je dirais des applications de prestige. Ça, c'est par exemple le toit auto-nettoyant du Théâtre national de Pékin qui avait été fait pour les Jeux olympiques. Donc, une opération de prestige. Mais par contre, quand vous achetez un fer à repasser, la semelle du fer à repasser, c'est un hybride. La partie organique permet que ça va glisser beaucoup mieux sur le tissu. Donc, tout un tas d'applications possibles. Troisième type d'application, dans le domaine des biotechnologies. C'est-à-dire que maintenant, le minéral réfractaire céramique ou verre va être compatible non seulement avec des molécules organiques, mais aussi avec des molécules biologiques. Et par conséquent, je prends ici l'exemple des enzymes. Si vous prenez une suspension d'enzymes, vous allez verser le précurseur moléculaire et vous allez avoir les enzymes qui vont être piégées, encapsulées à l'intérieur d'une matrice qui est de la silice. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que l'enzyme va être protégée à l'intérieur. Vous savez que si on dit l'enzyme, ça va par exemple pour faire des lessives ou des choses comme ça. Si vous prenez simplement la suspension d'enzymes, les enzymes vont se disperser dans le bain et ça va partir au moment où vous allez enlever le linge. Tandis que là, elles sont protégées à l'intérieur, elles vont pas partir et vous pouvez les récupérer. Autre avantage, la catalyse enzymatique, c'est-à-dire l'activité des enzymes pour faire une réaction, dépend beaucoup de la morphologie, de la forme. C'est ce qu'on appelle le modèle de la clé et de la serrure. Il faut que les deux, le réactif et le réagent, soient parfaitement compatibles au point de vue géométrique. Eh bien, si vous mettez ça dans une capsule en silice, à ce moment-là, vous figez la forme et ça ne va pas pouvoir se déformer. Alors ça a été appliqué et c'est maintenant aussi commercialisé pour des réactions enzymatiques qui sont extrêmement importantes. Ce sont les lipases. Alors les lipases, ça vous dit peut-être pas rien, c'est des enzymes, donc des molécules biologiques
qui catalyse, c'est-à-dire qui facilite, qui accélère les réactions d'estérification-hydrolyse. C'est-à-dire quand vous prenez de l'ester et de l'eau, vous allez faire de l'acide et de l'alcool. C'est des réactions de base de la chimie dans l'industrie, et vous allez trouver ça dans l'industrie chimique, dans la synthèse organique, l'agrochimie, la médecine, etc. Le problème, c'est le suivant, c'est que l'ester organique, souvent, n'est pas soluble dans l'eau, et par conséquent, vous avez une émulsion et non pas une solution. Et la réaction se fait juste à l'interface entre la partie émulsion et la partie aqueuse. Et alors, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Si vous piégez l'enzyme dans de la silice qui est purement hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, ça ne marche pas. Par contre, si vous introduisez des groupements organiques, à ce moment-là, vous pouvez contrôler le caractère hydrophile-hydrophobe et vous avez une activité qui est 100 fois supérieure à celle qu'elle serait si vous ne faisiez pas cela. Là encore, et je prends exprès des exemples commercialisés, vous avez ces catalyseurs par des lipases qui sont commercialisés par Fluca. On peut faire des nanoparticules, j'avais dit. Ça, c'est un dispositif qui permet de faire par pulvérisation des nanoparticules que vous récupérez ici, qui font quelques dizaines de nanomètres. Donc, toutes petites. Alors, évidemment, vous allez me dire, nanoparticules, danger, ça peut traverser les membranes, ça peut vous tuer, donc il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça, mais vous pouvez vous dire aussi la chose suivante. Puisque ces nanoparticules vont pénétrer dans les cellules de mon corps, si je leur dis, tiens, vous allez me transporter ce médicament-là à l'intérieur de la cellule, à ce moment-là, vous les utilisez comme vecteurs pour transporter quelque chose à l'intérieur des cellules. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, à l'intérieur de la nanoparticule, vous allez mettre un médicament, quelque chose, qui va pénétrer dans la cellule. Alors, vous fabriquez la nanoparticule. Ce que vous faites, c'est qu'à la surface de la nanoparticule, vous greffez des molécules qu'on appelle des molécules cibles, c'est-à-dire qui vont reconnaître de façon spécifique la cellule malade. Alors, par exemple, si c'est des cellules cancéreuses, vous greffez par exemple de l'acide folique. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une injection. Là, les nanoparticules vont aller circuler dans le sang et vont se fixer uniquement là où il y a des cellules cancéreuses. Alors, ça va vous permettre quoi? C'est ce qu'on appelle de la nanomédecine, par exemple, de faire un diagnostic. C'est-à-dire, vous allez injecter des nanoparticules luminescentes et elles vont donc se fixer sur les cellules cancéreuses et vous allez pouvoir déterminer où vous avez des cellules cancéreuses. Une fois que vous avez déterminé où il y a des cellules cancéreuses, donc il y a ces petites particules à l'intérieur des cellules, vous allez pouvoir les détruire. Les détruire, par exemple, si c'est des particules luminescentes, en irradiation UV. Ça va simplement chauffer les petites particules vers 60 degrés. Donc pas beaucoup, mais suffisamment pour tuer les cellules. Et par exemple, l'acné va disparaître. Même chose ici, c'est des petites particules magnétiques. Vous mettez un champ magnétique, ça c'est un sarcome, donc une tumeur cancéreuse, et vous allez détruire le sarcome. Donc vous voyez que vous pouvez faire du diagnostic, mais vous pouvez aussi soigner. Vous pouvez, si vous mettez à l'intérieur de la nanoparticule, si vous mettez un médicament, un anticancéreux par exemple, comme celui-ci, la nanoparticule va pénétrer dans les cellules cancéreuses, libérer le médicament et tuer les cellules cancéreuses. Alors l'intérêt de cette opération, c'est la suivante. En général, actuellement, quand vous avez un cancer, on fait ce qu'on appelle de la chimiothérapie, c'est-à-dire que vous injectez un médicament, des molécules qui vont tuer les cellules cancéreuses, mais qui vont tuer aussi toutes les autres cellules. Et c'est dramatique, vous perdez vos cheveux, vous maigrissez, etc., etc. Donc c'est très nocif. Mais par contre, si vous mettez ces drogues anticancéreuses dans ces nanoparticules, vous n'allez détruire que les cellules cancéreuses et pas les autres. Alors ça, c'est pas simplement un rêve de scientifique, c'est des choses qui sont en cours de réalisation. Ça, c'est un article de l'Expansion. Par exemple, une start-up qui s'appelle Nanobiotics développe aussi un procédé qui consiste à injecter donc des nanoparticules dans des cellules, par exemple des sarcomes, comme j'ai montré tout à l'heure, et ensuite par irradiation par des rayons X, on va chauffer localement et tuer les sarcomes. C'est actuellement en essai préclinique à l'hôpital Gustave-Roussy. De la même façon, mon confrère Patrick Couvreur, pharmacien, développe des nanoparticules dans lesquelles vous mettez cette molécule-là,
qui vont être libérés à l'intérieur du foie et qui vont permettre de soigner les cancers du foie. Là encore, ce sont des choses qui sont en développement. C'est ce qu'on appelle la théranostique, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du diagnostic et de la thérapie. Encore plus fort, ce que j'appelle des matériaux vivants. C'est à savoir si la chimie douce, elle est compatible avec l'organique, elle est compatible avec des molécules biologiques, est-ce qu'elle est compatible avec des organismes vivants? L'exemple des diatomées nous montre que oui. Diatomée, c'est quoi? C'est une boîte en verre à l'intérieur de laquelle il y a une cellule. Et cette cellule, donc cette microalgue, fait de la photosynthèse et transforme le CO2 et l'eau en des molécules qui sont importantes, qui sont toutes les molécules de la vie. Donc, on va essayer de voir, s'inspirer de ces diatomées pour dire, tiens, est-ce que je vais savoir faire des matériaux vivants, c'est-à-dire des matériaux qui vont avoir la forme adaptée à l'usage que je veux en faire, mais dans lesquels il y a des cellules, des organismes vivants qui vont pouvoir travailler. Alors, je parlais de microalgues photosynthèse, c'est typiquement l'utilisation des algues ou des microalgues pour transformer le CO2 et l'eau de l'atmosphère, par exemple en pétrole, en biofuel, etc. C'est des choses qui ne sont pas simplement des vues de l'esprit. Je pense par exemple à une opération pilote qui se trouve dans une cimenterie à côté de Mantes-la-Jolie. Cimenterie, ça dégage énormément de CO2. Au lieu de le rejeter dans l'atmosphère, on le fait barboter dans des bacs dans lesquels il y a des algues qui vont transformer le CO2 et l'eau par photosynthèse et vous donner des molécules organiques. Alors, est-ce qu'on peut faire ça, nous aussi? Alors, la manip que l'on a faite, c'est simplement la chose suivante. Vous prenez une culture de bactéries. Donc, vous avez des bactéries qui sont dans l'eau. Ici, ce sont des bactéries très connues qui s'appellent des Escherichia coli. Et vous allez verser, simplement mettre votre acide silicique, votre solution de silice dedans. Elle va prendre en masse et la bactérie va se retrouver encapsulée, piégée à l'intérieur de cette matrice en silice. Alors, on a pu de cette façon faire piéger tout un tas de micro-organismes qui sont indiqués ici. Je ne vais pas développer, mais simplement montrer quelques exemples. Alors, un exemple, par exemple, pour lutter contre la pollution des eaux. Vous voyez cette rivière qui est tout à fait dégueulasse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un biocapteur, c'est-à-dire piéger un organisme qui va être capable de détecter la pollution. Alors, comment vous allez faire ça? Vous allez, par exemple, prendre une fibre optique. C'est commercial, c'est classique. Vous avez une fibre optique. Au bout de la fibre optique, vous déposez un film de silice, ou d'un autre oxyde, peu importe, mais enfin, disons silice, dans lequel des bactéries ou des microalgues, donc des organismes, des micro-organismes vivants sont piégés. Vous allez les déposer ici. Et ensuite, vous allez plonger ça dans l'eau, dans la rivière où il est censé y avoir les polluants. Donc vous avez réalisé un biocapteur. Un biocapteur, c'est-à-dire quelque chose où vous avez ici à droite toute la partie, je dirais, de détection électronique, etc., ou optique, et ici à gauche, l'interface qui est biologique, et votre film Sol-Gel va vous permettre de faire le lien entre l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, on veut faire la détection de polluants dans une rivière. Vous allez prendre votre fibre optique, au bout, vous allez mettre un film dans lequel il y a des microalgues qui s'appellent des Chlorella vulgaris, donc qui font de la photosynthèse. Et puis, vous allez plonger ça dans l'eau, et là, l'entrée de l'eau et la sortie. Et vous allez simplement regarder les propriétés optiques de la chlorophylle qui est contenue dans cette microalgue. Alors, la chlorophylle, en absorption, quand vous envoyez de la lumière, ça absorbe le rouge, et ça va vous donner une couleur verte, mais quand vous irradiez avec de la lumière UV, ça va vous donner du rouge. Donc, la fluorescence de la chlorophylle peut se détecter par la lumière rouge qui est ici. Si vous faites ça avec la fibre optique, ce que vous constatez, c'est que quand il y a des herbicides, donc des polluants dans l'eau, la photoluminescence va croître. Pourquoi? Simplement parce qu'on va modifier l'activité photosynthétique, donc l'activité de la chlorophylle, et on va pouvoir détecter ça. Alors l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple. Vous plongez dans l'eau, vous regardez quelle est l'activité photosynthétique. Si elle a été augmentée, ça veut dire qu'il y a des polluants. Ça ne vous dit pas lequel, mais ça vous dit, faites attention, c'est pollué. Ensuite, il faudra y remédier. Alors, pour y remédier, comment on va faire? On va détruire les polluants. Par exemple, maintenant, on va faire ce que je vais appeler un bioréacteur, c'est-à-dire qu'on va piéger, là, c'est des champignons filamenteux, donc des organismes vivants dans notre pastille
de silice, et on va plonger ça là dans l'eau. Et vous allez voir, donc voilà par exemple la pastille de silice avec les micro-organismes dedans. Là, c'est un bécher avec du verre de malachite qui va simplement figurer les polluants, l'eau polluée. Et vous voyez qu'au cours du temps, eh bien, tout le polluant est dégradé et par conséquent, vous avez purifié l'eau de la rivière. L'intérêt, évidemment, c'est que d'une part, vos champignons, vos bactéries qui servent de biodétecteurs vont pas être répartis dans l'eau. Vous allez pouvoir les récupérer et vous allez pouvoir les réutiliser. Une manip qui est assez amusante, c'est ce qu'on appelle le miracle de Bolsena. Alors, miracle de Bolsena, c'est simplement au moment de l'élévation. Vous voyez un prêtre ici avec l'hostie. Parfois, on voit des petites taches rouges. Les petites taches rouges, bon, certains disent c'est le sang du Christ, donc disent c'est un miracle. En fait, c'est simplement des bactéries qui s'appellent Serratia mastiaces, qui fabriquent un pigment qui est un pigment rouge. Donc, voilà la manip. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pigment rouge a des propriétés thérapeutiques. Il induit l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'il va détruire les cellules cancéreuses. Donc, il peut être intéressant de réaliser un bioréacteur qui va vous fabriquer de la prodigiosine, c'est le nom de ce colorant. Effectivement, c'est la manip que nous avons faite. Vous avez le gel de silice dans lequel vous avez encapsulé ces bactéries et vous l'alimentez, bien sûr. Il faut nourrir la bactérie si vous voulez qu'elle travaille. Hein. C'est comme un ouvrier humain. Et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, là, le système devient rose, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué de la prodigiosine. Donc la bactérie est bien restée vivante dans la silice, dans le verre, et est capable de métaboliser et de fabriquer. Alors un point qui est intéressant dans cette affaire-là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la communication chimique entre les bactéries. Les bactéries, ça se vit en colonie, mais ce n'est pas indépendant. Les bactéries émettent des molécules chimiques qu'on appelle des quorum sensing, qui, quand elles vont dans une autre bactérie, vont lui dire voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'elles vont parler comme on se parle entre nous, mais au lieu de faire des paroles, ce sont des molécules. Et par conséquent, elles vont se comporter de façon concertée dans une colonie. Et ceci se produit quand les bactéries sont proches les unes des autres, c'est-à-dire quand elles forment une colonie. Alors quel est l'intérêt de la manip que nous avons faite, c'est-à-dire d'encapsuler, de piéger les bactéries dans de la silice? C'est que maintenant elles ne peuvent plus communiquer entre elles, elles ne sont plus les unes à côté des autres. Donc je vais pouvoir, moi, de l'extérieur, injecter des molécules organiques, et parler avec les bactéries directement, c'est-à-dire étudier le langage des bactéries. Alors c'est ce que nous avons fait. La manip précédente, donc les bactéries dans la silice qui est ici, je mets des nutriments pour qu'elles travaillent et je rajoute certaines molécules et je regarde comment elles se comportent. Bien, ce que je constate, c'est qu'avec certaines molécules, la productivité des bactéries est bien supérieure, c'est-à-dire que je peux réaliser des bioréacteurs beaucoup plus performants. Et pas que ça. Ici aussi, ce que je vois, c'est que si je regarde la viabilité, c'est-à-dire combien de temps les bactéries demeurent viables dans la silice, je constate qu'avec certaines molécules, elles sont encore à 100% vivantes au bout d'un mois. Donc vous voyez qu'on peut réaliser des choses tout à fait performantes. Un point de plus. Bon, des bactéries, quand vous avez des bactéries, ça va vous donner des infections bactériennes. Hein. Des infections bactériennes, comment ça se passe? Vous avez les bactéries, par exemple, qui vont venir se fixer sur vos dents, les vont croître, la colonie se forme, mais tant que les bactéries ne communiquent pas entre elles, elles ne sont pas pathogènes, vous n'êtes pas malade. Par contre, à un moment où elles forment une colonie, à un moment où elles commencent à se parler, elles deviennent pathogènes, elles sont virulentes, ce que j'appelle l'union fait la force. Alors ça, c'est embêtant parce que vous savez bien que pour lutter contre les bactéries, il faut des antibiotiques, mais que les antibiotiques, c'est pas automatique. Les bactéries finissent par s'y accoutumer. Et donc, ce qu'on peut essayer de voir, c'est qu'il n'est pas possible de trouver des molécules qui ne tuent pas les bactéries, mais qui les empêchent de se parler. C'est ce qu'on appelle les molécules de quorum quenching. Et c'est en faisant ce genre de manip qu'on peut déterminer, donc comprendre le langage des bactéries, comment elles communiquent, comment on peut les empêcher de communiquer. Et un exemple d'application,
c'est une infection bactérienne d'algues rouges qui sont ici, qui fait qu'elles blanchissent. Et bien on s'est aperçu que ces algues fabriquent une molécule qui s'appelle les furanones, et que ces furanones sont effectifs pour lutter contre l'infection pulmonaire de souris. Donc on peut remédier aux infections bactériennes en trouvant des molécules qui empêchent le langage. Dernier point, ou avant-dernier point, qui montre comment la nature est tout à fait extraordinaire, c'est les diatomées, c'est en fait des matériaux, des biomatériaux nanostructurés. Alors, je reprends l'exemple du verre. Quand on veut faire du verre dans l'industrie, eh bien, selon ce que l'on veut faire, on va jouer sur la mise en forme, c'est-à-dire si on veut faire une bouteille, si on veut faire de la laine de verre, si on veut faire des fibres optiques, la méthode d'élaboration est évidemment pas du tout la même selon la forme que l'on veut obtenir, donc selon l'application. Mais pas simplement la forme, y compris la composition. Par exemple, si on veut faire du verre à vitre, on va mettre du sodium. Si on veut faire du pyrex, c'est-à-dire un verre qui résiste au chauffage, on va mettre du bore. Si on veut faire un verre avec un indice optique tout à fait performant, on va mettre du plomb. Donc ça veut dire que chaque fois que l'homme veut faire un matériau, il va optimiser la méthode de fabrication et la composition en fonction de l'application. Donc on ne fera pas du tout pareil une fibre optique et une bouteille de verre. Mais dans la nature, ce n'est pas du tout ça. La pauvre diatomée, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle ne peut pas s'amuser à changer la méthode d'élaboration, à changer la composition, etc. Donc, les diatomées et tous les micro-organismes, ou même tous les organismes, c'est-à-dire y compris vous, quand vous faites vos dents, les mailles des dents, etc., vous allez jouer avec la nanostructure du matériau que vous fabriquez. Alors, les frustules de diatomée, en voici deux ici. Qu'est-ce qu'elles doivent être? Elles doivent être d'abord dures, pour protéger la cellule, et fabriquées dans de l'eau, bien sûr, pas dans un truc. Deuxièmement, elles doivent être transparentes, pour pouvoir faire de la photosynthèse. Et troisièmement, elles doivent pouvoir permettre le métabolisme, c'est-à-dire échanger avec le milieu extérieur. Alors ça veut dire quoi? Protection de la cellule par une carapace solide. Tous les coquillages que vous connaissez bien, j'ai pris ici des huîtres, c'est simplement du carbonate de calcium qui est obtenu très facilement par précipitation du carbonate par le calcium. Et ça vous donne des coquilles d'huîtres, de moules, enfin, etc., etc. Le problème, bien sûr, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, une céramique, c'est pas transparent. Donc la diatomée, il faut qu'elle se débrouille pour faire quelque chose qui est dur et transparent. Dur et transparent, il n'y a que du verre. Donc il faut qu'elle trouve une autre chimie, polymérisation et non pas précipitation, pour faire une carapace en verre qui soit transparente, qui permette de faire de la photosynthèse. Mais ce n'est pas tout. Il faut échanger avec le milieu extérieur. Pour l'huître, c'est facile. C'est un bivalve, elle s'ouvre. Et elle communique avec le milieu extérieur. La diatomée, elle ne peut pas, c'est une boîte en verre. Puis c'est une seule cellule, il n'y a pas de muscle, il n'y a rien. Donc elle ne peut pas s'ouvrir. Elle ne peut pas s'ouvrir, donc il faut qu'il y ait des trous. Il faut qu'il y ait une porosité qui permette d'échanger entre la cellule à l'intérieur et le milieu extérieur. Alors la porosité des diatomées, c'est quelque chose qui est très connu. Les diatomées, quand elles meurent, elles tombent au fond de l'océan, ça fait des sédiments, et vous retrouvez ces sédiments, par exemple ici en Auvergne, il y a des mines, des sédiments, c'est ce qu'on appelle les terres de diatomées, c'est produit commercial. La production mondiale, c'est 2 millions de tonnes par an. Vous voyez que ce n'est pas une curiosité de laboratoire, hein. Et c'est la porosité, c'est donc des sédiments qui sont très poreux et qui sont utilisés couramment dans l'industrie pour filtrer l'eau des piscines, pour filtrer le vin de Bordeaux, pour faire des charges dans des matières plastiques, des isolants, des réfractaires, etc. Donc c'est vraiment un matériau courant. Et vous connaissez sûrement l'application de Nobel pour faire la dynamite. Dynamite, c'est-à-dire pour pouvoir manipuler la nitroglycérine, qui est un liquide explosif extrêmement sensible, vous l'imprégnez dans des terres de diatomée et ça vous fait la dynamite. Si vous regardez la porosité, vous la voyez ici, vous voyez que ce n'est pas simplement des trous qui sont répartis au hasard. Et vous pouvez même, vous voyez, regardez, ça c'est des manips qu'on fait à Grenoble, où on étudie les frustules de diatomée, donc on peut les retourner sous tous les angles et étudier la nanostructure.
ben, vous voyez que les trous ne sont pas répartis de façon aléatoire. Alors si je regarde un petit peu une carapace de diatomée, vous voyez les trous, et je vais prendre un microscope et je vais me rapprocher. Ben, vous voyez que dans les trous, il y a d'autres trous, plus petits. Et dans ces petits trous, il y a encore des trous plus petits. Donc vous voyez qu'il y a ce que j'appelle une porosité hiérarchisée sur plusieurs niveaux. Vous avez des grands trous, des petits trous et des moyens. Vous allez le voir ici aussi en travers. Vous voyez des grands trous, des moyens et des petits. C'est-à-dire, c'est ça que j'appelle la nanostructure. Elle ne se fait pas simplement une carapace en verre, transparente, pas simplement avec des trous, mais les trous ne sont pas répartis de façon aléatoire. Alors si vous les regardez ici, ben, vous voyez qu'ils sont répartis de façon périodique. Ça fait des hexagones. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle des cristaux photoniques. Des cristaux photoniques, c'est une chose que les physiciens ont découvert il y a à peu près une vingtaine d'années. Les diatomées l'ont découverte il y a 200 millions d'années. Ils sont bien plus intelligents que même les membres de notre académie. Bien, c'est quoi? C'est simplement que les trous, c'est-à-dire les indices optiques, vont être répartis de façon régulière comme les atomes dans un cristal. Conséquence de quoi? La lumière va se propager dans le cristal comme les électrons dans un semi-conducteur. Donc, ne va pas se propager, je ne vais pas entrer dans les détails, de façon aléatoire, mais il va y avoir des bandes interdites, elle va être obligée, la lumière va être obligée de suivre certaines règles. Et alors, ces cristaux photoniques, on connaît, par exemple les papillons, que vous voyez ici, la couleur bleue qui est ici. Si vous regardez l'aile du papillon, c'est fait avec des écailles. Si vous regardez les écailles, il y a des rainures, et à l'intérieur des rainures, il y a des petits creux. Et bien, c'est la répartition périodique de ces petits creux qui donne la couleur bleue du morpho. La nacre, ce sont des petites lamelles de carbonate de calcium séparées par des couches de protéines. L'épaisseur est de quelques dixièmes de micron, et ça donne l'iridescence de la nacre. Pareil pour l'opale. Donc, vous voyez, ça va donner des propriétés optiques tout à fait particulières, si bien que les diatomées que vous avez ici font de l'iridescence comme l'opale, et que souvent on les appelle les opales des mers. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi la diatomée se fatigue-t-elle pour fabriquer cette porosité tout à fait particulière? Si vous regardez, vous faites passer une lumière à travers le fossile de diatomée, vous constatez simplement que la lumière, je dirais, visible passe, mais que les ultraviolets ne passent pas. Les ultraviolets ne passent pas, alors pourquoi? Quel est l'intérêt de cette affaire-là? C'est simplement, il faut se souvenir que les diatomées font de la photosynthèse, donc ont besoin de la lumière solaire, mais pour avoir la lumière solaire, il faut aller tout à fait à la surface de l'eau, mais à la surface de l'eau, les UV peuvent brûler la cellule, exactement comme vous, quand vous allez au bord de la mer, il faut vous mettre une crème anti-UV. Eh bien, les trous, c'est simplement la crème anti-UV des diatomées. C'est-à-dire que les ultraviolets ne vont pas traverser la carapace, seule la lumière visible va la traverser pour faire de la photosynthèse. Donc vous voyez ici un exemple, mais on peut en trouver des centaines comme ça dans la nature, où le micro-organisme fabrique une structure tout à fait élaborée pour permettre d'avoir des propriétés originales. Alors c'est ce qu'on appelle maintenant la biophotonique. Alors à partir de ça, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, vous prenez une suspension de diatomée, vous voyez, une suspension de diatomée, je vais la déposer sur un substrat et je vais laisser les diatomées se déposer. Compte tenu de leur forme, ça va faire un film de diatomée. Ces films de diatomée, je vais pouvoir les utiliser, par exemple, pour faire des cellules solaires. Cellules solaires, c'est une jonction PN entre deux semi-conducteurs et toute l'opération qui transforme les électrons en lumière ou la lumière en électrons va se faire à la jonction PN. C'est-à-dire qu'il faut que la lumière solaire soit concentrée à cet endroit-là. Eh bien, si vous mettez une couche de diatomée à la surface de ceci, elle va focaliser la lumière juste sur la jonction PN. C'est des choses qui sont actuellement en cours de développement. Même chose avec un autre type de cellule solaire à colorant. Cette fois-ci, les électrons sont produits par un colorant qui, lorsque la lumière arrive, va cracher des électrons et qui vont être récupérés sur une électrode. Donc vous avez une solution avec le colorant et une électrode qui est ici en oxyde de titane. Eh bien, ce qui a été fait, c'est la chose suivante. C'est de nourrir les diatomées
avec de la silice pour qu'elles puissent croître, et à la fin, vous mettez du titane dans la solution, ce qui veut dire qu'elles vont s'entourer d'une couche d'oxyde de titane. Et la grande porosité des diatomées va être utilisée pour faire justement le contact entre le colorant qui va cracher les électrons et l'électrode. Et à ce moment-là, on va avoir des rendements, des productions bien plus importantes. On peut aussi, je viens de le montrer avec le titane, dans le milieu de culture, introduire des ions étrangers, par exemple du germanium. À ce moment-là, le germanium va se retrouver dans la carapace et vous allez avoir des propriétés telles que l'électroluminescence. Dernier exemple, vous pouvez aussi faire une réaction chimique, c'est-à-dire réduire par exemple la silice en silicium, c'est ce qui a été fait ici, par du magnésium, et vous avez ici un matériau qui est à la fois un semi-conducteur électronique, le silicium, et photonique. Donc il va jouer avec les électrons et avec les photons, et vous pouvez faire des dispositifs, je ne vais pas développer ici. Je voudrais juste terminer, il n'y en a plus que pour 3 minutes, terminer mon exposé en vous montrant un exemple que je trouve absolument merveilleux, les éponges. Tout le monde connaît les éponges, hein, tout ce truc très mou, très poreux, on s'en sert pour nettoyer l'évier, etc. Les éponges, c'est extrêmement intelligent. Alors, les spicules. Voilà une éponge. Une éponge, c'est tout mou. Alors, pour renforcer un peu les propriétés mécaniques, les éponges fabriquent ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire des petits éléments qui ont des formes variées, qui sont soit en carbonate de calcium, soit en silice. Donc, ça permet de renforcer un petit peu. Mais il y a certaines éponges, dont le nom est indiqué ici, qui fabriquent quelque chose qui est tout à fait merveilleux, qui fabriquent des espèces de paniers, de filets, qui sont en silice. Alors, j'en ai apporté un ici. C'est ceci. Vous voyez, c'est pas tout petit, c'est fabriqué par une éponge. Et c'était vraiment une dentelle de silice. Alors, ça s'appelle... à quoi ça sert? Simplement, les crevettes, quand elles sont petites, passent à travers les trous. Elles mangent, elles grossissent, elles ne peuvent plus sortir. Et donc, pendant toute la vie de l'éponge et de la crevette, il va y avoir symbiose entre l'un et l'autre organisme. Donc, c'est un moyen de pêcher des crevettes et de se les garder. Alors, au Japon, c'est un symbole de la fidélité conjugale, puisque les crevettes qui sont entrées ne peuvent plus ressortir. Elles vont passer toute leur vie là. Mais si vous regardez ceci, donc vous voyez, ça fait une vingtaine de centimètres, vous regardez la dentelle, c'est absolument extraordinaire. C'est une éponge qui fait ça. Une éponge, ça n'a pas de tête, de bras, de jambes. Hein. Et alors, je termine ici en rappelant que peut-être le précurseur de du biomimétisme, c'est Léonard de Vinci, qui nous disait « Observez la nature, c'est là qu'est notre futur ». Donc, si vous arrivez à faire quelque chose comme ça, là, vous êtes doué. Merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les souvenirs que j'avais de chimie, c'était la mauvaise image de la chimie, c'est-à-dire les grandes usines qui polluent, etc. Et vous voyez, ce que Jacques Livage nous a montré, c'est que finalement, les grandes avancées de la science se font des fois en observant même la beauté, en observant la nature, et même, si j'ai bien compris, par exemple en ce qui concerne le CO2, qui est responsable du changement climatique, on peut espérer que finalement la chimie peut trouver des solutions pour remettre le CO2 dans le bon sens, dans un sens vertueux, non? Le CO2, je dirais que c'est la source de la vie. Hein. Il n'y aurait pas de vie sur Terre s'il n'y avait pas de CO2. C'est l'origine de toutes les molécules biologiques, hein, une vie végétale ou animale. La vie est née dans une atmosphère où il n'y avait pas d'oxygène. Par contre, l'oxygène peut être un poison de la vie. Donc le CO2, il ne faut surtout pas le mettre dans des caves ou des trucs comme ça. Il faut le réutiliser. C'est une matière première fondamentale. La réaction, c'est la photosynthèse, hein, que la nature a découverte hein, et utilise couramment, et qu'il faut qu'on développe nous aussi. Et là, c'est de la chimie. Alors, est-ce qu'il y a une question, plusieurs questions, quelques questions? Oui, en fait, tout à l'heure, vous parliez donc des usines chimiques qui avaient une mauvaise image. En fait, c'était pour savoir, pour ce qui est de la fabrication des engrais azotés, est-ce qu'on utilise
des connaissances tirées par exemple des bactéries fixatrices d'azote? Je connais pas spécialement le sujet, donc je peux pas répondre de façon très compétente, mais je dirais sûrement. Et je dirais que si jamais on le fait pas, on va le faire. Alors il y a tout un mouvement qui a été créé en France sur le biomimétisme, en particulier à Senlis. Il y a un centre européen d'excellence de biomimétisme où on essaye de rassembler toutes les compétences. Ce qu'il faut bien voir dans ce que j'ai raconté, il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a de la physique, il y a etc. Donc c'est des disciplines très variées qui en général n'ont pas trop l'occasion de se rencontrer et de travailler ensemble. Donc il y a vraiment un effort à faire pour observer la nature, la comprendre et puis essayer de l'utiliser. Je dirais, enfin vous faites tous actuellement de la chimie douce, hein. Vous avez des dents, je sache, vous n'êtes pas encore descendants, vous faites l'émail de vos dents. Bon, l'émail de vos dents, vous êtes en train de le faire à température ambiante. Quand on fait un émail en bijouterie ou en poterie, il faut chauffer au-dessus de 1000 degrés. Donc vous êtes tous des bons exemples. Monsieur, c'est pour savoir les nanotechnologies, si c'est dangereux. Bon, j'ai signalé, les nanoparticules, c'est dangereux. C'est clair. Hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas en mettre partout dans l'atmosphère, il ne faut pas en respirer. Ceci étant, ça peut aussi être intéressant. Donc il faut aussi les utiliser, dire simplement les nanoparticules c'est dangereux, on ne veut plus en voir, ou le CO2 c'est dangereux, on ne veut plus en voir. Si on n'a plus de CO2, il n'y a plus de vie sur Terre. Dans l'heure qui suit, la vie s'arrête. Donc le tout c'est de savoir ce que l'on fait, de manipuler. Quand je fais les nanoparticules comme ici, pour la nanomédecine, je ne les répartis pas dans l'atmosphère. C'est en solution, c'est piégé dans l'eau, ça ne va pas partir partout. Oui ? Excusez-moi, j'ai vu une vidéo où dans le futur on pourrait se servir de la nanotechnologie dans la médecine. C'est l'exemple que je vous ai montré. Hein. Je vous ai montré l'utilisation des nanoparticules dans le domaine médical. Et j'ai même souligné que ça avait dépassé le stade du laboratoire, que c'était en essai clinique à Gustave-Roussy, c'est-à-dire dans la banlieue parisienne. Hein. Donc c'est clair. Mais c'est toujours pareil. Hein. Les nanoparticules, c'est dangereux, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je dirais. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Et ça, la nature a su le trouver. Vous dites que les micro-organismes qui se trouvent dans les étangs, dans les lacs, vous dites qu'ils se trouvent partout dans l'eau. Oui. Est-ce qu'ils se trouvent aussi dans l'eau qu'on boit ? Sûrement. Enfin, je pense que quand vous buvez de l'eau, il doit y avoir des diatomées dedans. Alors je ne sais pas comment elle a été traitée. Si elle a été filtrée, non, il n'y en a plus. Hein. Mais là où il y a des diatomées, par exemple, c'est quand vous mangez des huîtres. Vous mangez des huîtres, souvent il y a du bleu un peu sur le bord de l'huître. Le bleu, c'est dû aux diatomées qui sont dedans. Mais ce n'est pas un poison, les diatomées. Hein. Quel terme vous utiliserez entre évolution, découverte, pour tout ce que vous avez dit ? Moi, le terme que j'utilise, c'est la bio-inspiration. Inspiration. Hein, c'est-à-dire regarder la nature et s'en inspirer pour faire des choses. C'est pas simplement le biomimétisme, hein, tel que faisait Léonard de Vinci, où il imitait les formes pour faire des avions, des choses comme ça. Ça va plus loin. Hein. C'est regarder comment fonctionne la nature et essayer de s'en inspirer pour faire des choses qui nous intéressent. Merci. Merci encore à Jacques.